Salut, c'est l'ours. Bon, après 5 ans de calme au niveau rando, on va dire, j'ai décidé de reprendre la route. Et cette fois, on va reprendre la route en Lozère. Je vais faire le tour de Lozère. Et là, je suis parti de Villefort ce matin, arrivé hier soir après 8h30 de train. T'arrives dans Villefort, bon bah tu sais que t'es en Lozère. Il n'y a pas un pet de réseau. Faut faire 500 mètres de dénivelé pour commencer à choper une barre, ce qui est mon cas. Donc j'ai rien fait du tout hier. Je suis arrivé, je me suis posé, j'ai roupillé. Bref, c'est les vacances hein, quand même. Dans le train, j'ai rencontré un monsieur d'à peu près, je dirais 75 ans, Guy, qui a commencé tout simplement la discussion en trouvant mon chapeau très sympa. Et au final, on a dû discuter pendant 45 minutes de choses et d'autres, d'agriculture, de permaculture, de la marche du monde. Et finalement, il a peut-être 2 fois mon âge, mais on fait le même constat, quoi. Ça part en cacahuète, mes chameaux. Bref, ça m'a fait passer le temps pendant les 8h30 de trajet. Et ce matin, j'étais tout seul pour déjeuner et j'ai discuté tranquillement avec, je crois, Camille, qui est la propriétaire de l'hôtel qui doit dater de 1930, qui a récupéré plein de trucs à droite à gauche, qu'elle retape et qui servent à la déco de l'hôtel. Et vu qu'elle est de la restauration et que bon bah moi je soigne des gens, on a des horaires un peu anormaux on va dire. Et on parlait des causes et conséquences, des bénéfices et des inconvénients de ce genre de vie. C'était marrant. Bon là je suis un petit peu essoufflé parce que ça fait même pas 1 heure que je suis parti, mais je me suis tapé peut-être 500 mètres de montée d'un seul coup, avec des jambes un petit peu rouillées. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon. Après avoir pris un coup de chaud et bien transpiré comme il fallait, maintenant là c'est des petits bois. C'est des petites routes forestières, c'est plutôt plat, c'est tranquille. J'ai croisé une petite dame en camping-car, une allemande. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ou comment elle a fait pour aller là, mais c'est un beau petit coin qu'elle s'est trouvé pour passer la soirée. Un super panorama sur la montagne lozérienne. Ça m'a presque donné envie de lui demander de prendre ma place et moi de prendre la sienne. Mais bon, voilà, je suis parti avec un sac à dos, Je vais pas lui tirer son camping-car parce que ça me fait plaisir. Surtout que bon, c'est une vieille. J'aurais eu raison d'elle de toute façon, s'il y avait eu besoin. Je l'aurais balancé par la fenêtre, hop. Il est à moi ton camping-car. Non mais je rigole. Il y a de la caillasse partout, putain. Faire gaffe à pas se péter la tronche. Enfin voilà. Voilà, là, pas forcément grand chose de plus à dire pour l'instant. Je continuerai les vidéos plus tard. Ciao. Allez, petite pause. Avec, je sais pas si on le voit, ce qu'il faut pour manger. 2 poires et une pomme trouvées en chemin. Vive le droit de glanage. Avec une petite église à côté, mais qui est malheureusement fermée. Ça fait du bien, parce que je me suis tapé quoi, en 1h30, j'ai dû me taper 500 mètres de montée. Un peu claqué. Bu un petit coup. J'ai vu qu'il y avait des prunes là-haut, donc je pense que je vais aller tirer 2-3 prunes dans le jardin d'à côté, là, puisque de toute façon, il y a plus de guêpes et d'abeilles qui sont en train de grignoter les fruits blessés au sol, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à butiner en fin de saison, là, donc au final, le jus de fruits, c'est de l'eau sucrée. Hein. Donc elles sont contentes. Ça me rappelle l'histoire de l'apiculteur, il y a peut-être 10 ans de ça, qui avait fait les gros titres des journaux, parce qu'il avait récolté des hausses de miel bleu. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une usine de Smarties juste à côté et qu'il n'y avait plus, et du coup, l'eau avait dilué les colorants et le sucre des Smarties, et les abeilles étaient allées taper dedans. Il les avait ramenés, donc c'est cool. Il avait eu du miel bleu aux Smarties. Comme quoi elles savent s'adapter. Hein. Donc je suis pas sûr qu'elles aient survécu l'hiver, mais au moins c'était marrant. Ça m'a fait du bien. J'ai un peu dérouillé les 45 premières minutes parce que
petit-déj. Et puis bah pas très chaud quoi. Mais là ça me rappelle quand j'étais gamin, les vacances en ferme au Belge, en Corrèze, en camping-car quand j'étais gosse, avec les odeurs de foin qui sont au soleil et qui sèchent, et les odeurs de bouse. C'est con, mais en fait c'est un truc que je trouve assez réconfortant. C'est assez réconfortant de sentir ces odeurs-là. Je pense qu'il y a quelque chose d'affectif dedans. Ouais, la bouse de vache, il y a quelque chose d'affectif. Non, mais je veux dire, c'est des odeurs vraies. C'est pas des odeurs de gaz d'échappement, c'est pas des odeurs de pneus, c'est pas des odeurs de linoléum, c'est pas des odeurs de peinture fraîche dans une maison, c'est des odeurs du terroir. C'est comme les odeurs de figuier, les odeurs de fruits, les odeurs de tarte aux pommes qui sortent du four, ou de café et de pain grillé le matin dans l'hôtel, comme ce matin où ça me rappelait aussi les matins en chambre d'hôte, en ferme auberge, et tout ça. Et c'est toujours un truc que j'adore en rando. C'est les odeurs de la vraie vie en fait. Et aussi t'as les odeurs de pied et de transpiration à la fin de la journée, mais ça, c'est normal. Bon, allez, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver comme prune. J'ai envie de prune. Alors ce qu'ils ont à me proposer dans le coin. C'est quoi ça? C'est de la Mirabelle, c'est de la... Ça a l'air d'être de la Reine Claude. Putain, la vache, ça sent bon. En plus, j'ai l'impression qu'elles sont à moitié confiées au soleil. Ah, mais je suis trop petit, moi, avec mon 1m75, je peux pas aller jusque là-haut, quoi. Ouais, bon, en même temps, j'en trouverai certainement d'autres. Et j'ai déjà ce qu'il faut à manger. Ah bah tiens, je vais essayer de vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez. Voilà. Tout ça, c'est des abeilles. C'est pas des guêpes. Et elles sont en train, dans le fruit là, il y a des fissures, et elles sont en train de grignoter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, les abeilles c'est pas agressif du tout. Vous pouvez les pousser. Quand elles sont comme ça à côté, en train de butiner sur les fleurs, vous risquez absolument pas de vous faire déranger. Il n'y a que quand vous êtes sur les ruches ou que vous les prenez dans vos mains et que vous essayez de les écraser qu'avant vous piquer, mais globalement, s'il y a bien un insecte qui est pas agressif par nature, c'est l'abeille. Pour en avoir eu pendant 10 ans, et avoir ouvert des dizaines de ruches à main nue, je sais qu'elles sont pas nécessairement agressives. Et en général, si elles te piquent, c'est surtout parce que c'est toi qui as fait des conneries. Parce que t'es pas poli, parce que t'as pas dit bonjour, parce que tu leur as pas dit salut les filles. Ah, c'est des gonzesses, hein. Ah, une ruche, c'est la dictature de la féminité. Il n'y a que ça. Il y a 95% de femmes là-dedans. Mais il faut dire que ça tient, hein, parce que ça fait quand même plusieurs millions d'années qu'elles sont sur Terre. Je crois qu'elles ont survécu à 2 extinctions de masse pour aller se réfugier dans les montagnes quand il y a eu des gros réchauffements, et puis dans les glaciations elles ont fait autrement. Mais... ça me saoule, il n'y a pas d'ombre. Je sais pas où me mettre. Et ça y est en plein dans la gueule. Oh, j'ai bien trouvé un truc. Ouais. Je vais grignoter et on se revoit tout à l'heure. Check. Alors, je sais pas si vous voyez le petit truc là-haut, c'est pas une mare, c'est ce qu'on appelle un béal. En fait, la Lozère, c'est le pays des sources. Là, il y a une érivée de sources. D'accord? Et en fait, les paysans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé des irrigations, comme ça, qu'on voit là en dessous. Hop, là, tout ça, là. Ça va au loin, au loin, au loin, au loin. Et ça permet tout simplement, quand vous avez des terrains en pente comme ça, de les irriguer. Et de pouvoir faire des pâtures et de créer du foin
pour faire paître les vaches en hiver. Et donc, vous avez des béals comme ça, là, qui sont tout simplement des bassins de rétention qui permettent de continuer l'irrigation plus bas. Et ce qui est génial, c'est que contrairement aux irrigations qu'on a aujourd'hui en agriculture intensive, où vous restituez pas du tout l'eau à la rivière, et ben là, l'eau, elle va être retournée à la rivière, parce qu'elle va raviner, enfin elle va raviner, non elle ravine pas, elle va s'infiltrer dans le sol, et ça va redescendre, vu que c'est en pente, sur le point le plus bas, qui est une autre rivière. Ça fait qu'il n'y a pas de perte d'eau, c'est juste dans le temps que ça ralentit, mais dans la quantité, ça la ralentit pas. Encore une preuve de l'intelligence de nos anciens, qu'on passait notre temps à faire passer pour des cutéreux, mais en fait, putain, ils étaient malins. Hein. Bon, c'était pas des feignasses non plus, hein, mais... Et donc tout le monde avait son tour d'eau. On trouve ça aussi dans les pays arabes, où il y a un responsable de l'eau. En général, c'est des titres qui se transmettent de façon héréditaire. Et il y a des conseils pour que chacun puisse avoir sa quantité d'eau en fonction de la surface et de ce qu'il cultive, et chacun a son tour d'eau. Comme ça, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Tout le monde a de la flotte, et tout le monde peut se nourrir, et tout le monde peut nourrir ses bêtes. Pas con, c'est les petits malins. Alors, vous avez déjà vu une châtaigneraie? Une vieille châtaigneraie qui doit avoir, vu la taille des arbres, elle doit avoir au moins un siècle et demi. Je sais pas si vous voyez. Ah, le gros tronc là derrière. Bon, celui-là c'est le plus gros. Il doit faire 1,50 m de diamètre. Parce qu'il est à 30 mètres de moi là. Et avant, dans le temps, c'était pas taillé comme ça, c'était moins haut. Et ça s'appelait des trognes. Ouais, des têtes, des trognes, un trombinoscope quoi. Ou des têtards, parce que ça faisait des formes de tête. Comme pour les plus anciens, ceux qui... Je sais pas si vous vous souvenez du début de Blanche-Neige. La partie qui fait flipper dans les bois. Où il y a des arbres tout tordus, qui prennent des figures humaines. C'est simplement dû au fait que... je sais pas si vous voyez le bourrelet, là, le gros bourrelet qu'il y a. En gros, ils plantaient les arbres. D'ailleurs, vous voyez, ils les ont plantés de façon relativement régulière. Et j'avais déjà fait ce commentaire-là sur des anciennes vidéos que j'avais pas postées sur YouTube il y a 5 ans quand j'étais sur Compostelle en Galice, où ils faisaient la même chose et j'avais été surpris parce que je suis couillon, j'avais oublié que les paysans ils réfléchissent tous un peu pareil et qu'ils sont assez pragmatiques. Mais en fait la technique c'est on plante, on laisse pousser entre 5 et 10 ans, mais en gros, moi, mes souvenirs c'est tous les 7 ans, ils font une coupe. Ils coupent les branches latérales, ils étêtent l'arbre, ce qui donne un tétard. Et ça donne du coup ce gros bourrelet là que vous voyez, à peut-être 2,50 m, 3 m du sol, pour que la repousse ne soit pas embêtée par les vaches, par les moutons ou par les cochons qui mettent dans la prairie. Ils utilisent ça comme une sorte de pré-pâturé, comme on peut le voir aussi en Normandie. Vous avez les champs de pommiers, vous avez les vaches en dessous. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a les vaches, puisqu'en fait, si vous regardez, tous les arbres sont à peu près à la même hauteur. Le bas des ramures est toujours à la même hauteur. Pour la simple et bonne raison que les vaches, elles lèvent la tête et elles mangent les feuilles. Ce qui fait qu'elles leur font une petite coupe, mais par le bas. Et donc là, le principe, c'est d'étêter les arbres tous les 7 ans, d'enlever toutes les branches, tout ce qui dépasse du tronc en fait, de laisser le tronc à peu près, en gros à hauteur d'homme, voire 1 mètre de plus. Comme ça, l'arbre n'est pas dérangé par tous les ruminants qui traînent. Il peut repousser. Ça fait du bois de chauffage, du bois d'œuvre. Il récupère les fenaisons, enfin les branches quoi, les feuilles, pour donner à manger aux animaux pour l'hiver. Et il récupère les châtaignes, dans le cas des châtaigniers. Mais ça peut être aussi les glands pour les cochons, ou pour tout un tas d'autres arbres. On fait ça aussi avec des frênes, enfin, on fait ça avec quasiment tous les arbres que vous voulez. Et c'est encore une trace de ce sacré pragmatisme paysan que j'aime beaucoup, je dois dire. Même si je suis pas paysan moi-même, j'avoue que c'est un côté... Ça me fait marrer en fait, parce qu'ils ont toujours ce côté très bourru. Mais en fait, quand ils les observent bien, ils sont pas si bourrus que ça. Ils sont bourrus par caractère, parce que leur vie est difficile, et comme souvent les gens qui ont une vie difficile sont un peu bourrus.
Parce qu'il faut du caractère pour être agriculteur. Il ne faut pas être une chiffre molle. Et en fait, ils sont juste très observateurs. Ils sont observateurs, ils prennent le temps, ils se posent, ils regardent, ils pèsent le pour, le contre, ils font des expériences, ils en tirent des conclusions, ils avancent à petits pas. Et sur plusieurs générations, ça fait des résultats. On les voit encore aujourd'hui, alors que ces pratiques-là, on les a plus. Et ça fait des paysages, en fait. La paysannerie a construit le paysage français qu'on a allègrement détruit avec la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, avec le démembrement. Il fallait pouvoir faire rentrer les moissonneuses batteuses et les tracteurs de 300 chevaux. Donc, allez hop, hein, les bocages ça dégage, les haies, tout ça, ça dégage. Et du coup c'est moche. Là on voit ce qu'il y a dans les plaines de la Beauce. C'est moche quoi. C'est moche, ça n'a aucune poésie, c'est laid, c'est chiant. Quand vous êtes en bagnole, c'est emmerdant au possible. Alors qu'ici, les champs sont pas carrés, ils sont pas plats. Parce que c'est pas possible. Mais il y a une poésie dans le fait des choses pas droites. Et rien n'est droit dans la nature. Les cours d'eau sont pas droits, les arbres sont pas droits, je ne suis pas droit. Et est-ce que je ne me serais pas planté Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre une marque s'il vous plaît? Ah non, c'est bon. Allez, on avance. On sera content de savoir qu'il n'y a pas de tuberculose ici. Tuberculose bovine, ça va être une belle saloperie encore ce truc là. Vous vous souvenez de la chanson quand on était gamin Colchique dans les prés, fleurissent, Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Vous n'avez jamais demandé ce que c'était ces foutus colchiques qui fleurissaient? Hein? Et les colchiques, c'est ça. Où ça? Et il y en a d'autres là dans le champ. Alors, c'est de la famille du safran, c'est de la famille de l'ail, du lys, de l'oignon. Bref, c'est une aliacée, je crois, dans mes souvenirs. Mais qui est toxique. Hein. La bouffez pas, c'est pas une bonne idée. Par contre, comme beaucoup de choses qui sont toxiques dans la nature, on en fait des médocs. Notamment, si je me souviens bien, un médicament que j'ai déjà pris qui sert de relaxant musculaire qu'on appelle le thiocolchicoside. Ouais, colchique, thiocolchicoside. Et ce qu'on appelle aussi le colchimax. Colchimax est utilisé pour les gens qui boivent trop de bière et mangent qui ripaillent trop de charcuterie, de rillettes et compagnie, et qui ont trop d'acide urique, une bonne vieille maladie qu'on appelle la goutte. Et c'est ce médicament, ça servait de médicament. Et aujourd'hui, alors je sais pas si c'est synthétisé en laboratoire ou s'il l'extrait encore naturellement des bulbes colchiques et ensuite il le manipule d'un point de vue synthétique. En laboratoire, je sais pas du tout. Mais voilà. Et je viens juste de tomber dessus, en fait c'était pas ça que je voulais filmer à la base. Ce que je voulais filmer, c'est... Vous allez voir. Parce que je suis parti à 10h du matin. Hop. Je vais commencer à comprendre certainement et à entendre de quoi je veux parler. Ça fait 2 bonnes heures que je marche, j'ai un sac de 15 kg et j'ai fait 12 km, ce qui est plutôt pas mal. En plus, j'ai fait déjà une petite pause d'une demi-heure tout à l'heure. Mais après un conciliabule avec moi et moi-même, j'ai décidé que j'allais me poser les pieds dans la flotte et me faire un petit thé. Parce que... merde. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Donc si j'ai envie de dire que je vais me foutre les pieds dans l'eau, et je vais me foutre les pieds dans l'eau. Et tu peux bien dire ce que tu veux, ça change rien. Allez, on y va. Petit thé, c'est parti. Ah putain, je vais crever. Je commence à fatiguer là. Je sens que ça fait longtemps que j'ai pas fait de rando. Et puis, je suis un crétin. Parce que, en lisant vite fait les courbes de niveau, je pensais qu'il y avait
800 mètres de dénivelé en fait dans la journée. Et en m'y intéressant d'un peu plus près, je me rends compte qu'il y a 1200 et quelques de montée et 480 de descente. Donc première journée, un peu plus de 1500 mètres de dénivelé cumulé. Ça tape un peu hein, quand même. Là je transpire beaucoup. Ça doit commencer à se sentir parce qu'il y a plein de mouches qui me tournent autour. Donc je suis pressé d'arriver. Là ça fait du bien, ça descend. Ça je vais un peu plus vite parce que là dernière demi-heure 45 minutes, il y avait 250 mètres de montée, je m'arrêtais tous les quarts d'heure parce que je commence à avoir les jambes qui fatiguent un peu. Donc là la descente c'est bien. Ça fait un peu bosser les muscles antagonistes. Ça soulage, même si pourtant c'est réputé fatigant les descentes, là je suis content. Bon, normalement dans 2 km 5 je suis arrivé à Cubières. Pouvoir faire une petite pause. Une vraie pause là pour le coup. Et après il y a encore 5 km pour aller jusqu'au Blémard. Avec encore 150 mètres de montée, donc comment ça va aller. Ça va aller, là j'ai 150 mètres de descente. Bon, je devrais arriver vivant. Normalement. Allez, on va essayer de pas se péter la gueule en roulant sur une pierre. Ça devrait aller. Ouh, vive le sport. Bon, finalement, j'ai arrêté la journée de marche plus tôt que prévu, 4 km avant la fin. Je me suis pas arrêté au Blémard, je me suis arrêté à Cubières. Pourquoi? Déjà parce que c'est la première journée et qu'au final j'avais beaucoup plus de dénivelé que ce que je pensais et que là ça commence à tonner. Il y a des nuages un peu dégueux, gris-bleu un peu partout et c'est en train de taper fort. Les gens quand ils m'ont vu passer dans Cubières ils m'ont dit vous devriez vous planquer, ça va péter dans pas longtemps. Moi j'étais crevé, ça fait 6 heures que je marche. C'est la première journée, ça fait un bail que je n'ai pas randonné comme ça à ce rythme-là. Donc on essaye d'être sage. Je trouve un petit hôtel mignon. J'aime beaucoup le bleu de la chambre, l'espèce de bleu vert pont. C'est joli. J'ai fait un peu le rituel du randonneur quand il vient d'arriver quelque part. Laver ses fringues. Prendre sa douche, se poser un petit peu, aller boire un petit truc ou éventuellement roupiller un chouille. Pour l'instant il pleut pas encore, donc je vais aller me dégourdir un peu les jambes, parce que j'ai pas assez marché aujourd'hui. Donc je vais aller marcher un peu, il y a une église, je vais voir un peu ce qui se passe là-dedans, et puis après je pense que je vais retourner au petit bar de l'hôtel et je vais me prendre un truc, je vais écrire un peu, je vais lire un peu. Là, j'ai emmené avec moi un bouquin d'Hemingway pour qui sonne le glas. Pour résumer le pitch, c'est comment être résistant espagnol à l'époque franquiste et comment mourir bêtement lorsque les fils de ton explosif sont beaucoup trop courts. C'est con. Et c'est en gros l'histoire de jusqu'où on est capable d'aller pour ce en quoi on croit. On a eu une époque, je pense, où c'est bien de lire ce genre de choses. Parce que finalement, il y a quand même des inversions de valeurs qui se font un peu partout. Et puis parce que j'aime bien l'écriture d'Hemingway. C'est simple, c'est clair. C'est pas du Balzac qui va te décrire un pied, une chaussure et une jambe pendant 3 pages et demie. C'est bon, on a compris, c'est un pied, quoi. Voilà, j'aime bien. J'avais déjà lu L'Homme et la mer, j'en avais lu un autre. J'avais bien aimé ce mec-là. J'aime bien. Puis le côté journaliste, reporter de guerre en 1930, qui pour le coup porte un peu ses couilles, hein, le mec, parce qu'il avait pris parti pour les contre Franco et il a fait partie de la résistance. Alors qu'il n'était pas du tout espagnol. Ce qui est rigolo. Et du coup, il a écrit ce bouquin à la suite de tout ça. Donc c'est pas mal. Je l'ai pas encore commencé, je connais un peu le pitch, on va dire, le résumé, le synopsis, comme on dirait en français correct.
Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais aller faire un tour. Je pense que je vais me poser. Je vais lire un peu. Je pense qu'au bout de 15 pages, je vais m'endormir. Et puis j'irai grignoter un morceau en bas. Je sais pas, il y a un bar, il y a un petit resto, peut-être au resto de l'hôtel, j'en sais rien. J'ai des trucs à grignoter ici aussi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin voilà, fin de la première journée. Villefort-Cubières. 19, quasiment 20 km, 1200 mètres de montée, 400 mètres de dénivelé négatif. Ce qui revient à dire que j'ai monté 4 fois la tour Eiffel et descendu une fois la tour Montparnasse dans la journée. Avec 15 kg sur le dos. Ce qui veut dire qu'au lieu de 75, je suis monté à facilement 90 kg de poids de corps. Et mes chaussures que j'ai, qui ont déjà fait le Stevenson, l'Aubrac et le GR20, je pense qu'elles vont pas aller beaucoup plus loin que le Tour de Lozère. Elles commencent à être vraiment explosées. Déjà que j'avais des morceaux de gomme de semelle qui avaient disparu et été arrachés par les rochers du GR20. Et là, je pense que c'est fini pour elles, quoi. Ouais, oh putain, il y a des morceaux qui partent déjà, quoi. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu pour la première journée. Pour l'instant, niveau montage, ça va pas être dingo parce que j'y connais rien et je suis pas un geek pour un sou. Donc ça va être du montage un peu à la va comme je te pousse, mais il y a des chances que ça s'améliore. Je préfère faire un truc imparfait plutôt que de rien faire en essayant d'être parfait. C'est le meilleur truc pour pousser à la procrastination, ça. Donc voilà, je vous laisse des petites cartes postales. Bisous. Bon, j'avais pas menti, hein. Il pleut. A tout pété 10 minutes après la vidéo que je viens de vous faire là. Voilà. Bon bah j'ai bien fait de pas continuer jusqu'au Blémard. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas en rando, comme beaucoup de randonneurs, c'est la pluie. Et depuis le premier essai de GR20 que j'ai fait où je devais partir du nord, je suis reparti du sud. Je suis allé jusqu'à Ville-Savonne, j'avais 5 jours de marche. Sur les 5 jours, j'ai eu 4 jours d'orage corse. Avec brouillard, éclair, tonnerre, pluie et grêle. Depuis, ça m'a traumatisé. Je ne veux plus de... Attends, je me prends une de la flotte sur la gueule, quoi, alors que les volets fermés. Bon, bah je vous laisse là-dessus. Ciao.